Raconte-moi les OGM, une série d'émissions de Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Aujourd'hui, c'est la 9e émission. On parlera de micro-organismes, de lobbying et du Parlement européen. Allô, Eric Meunier en ligne. Bonjour. Salut. Donc de nouveau une émission en partenariat avec InfoGM et c'est la 9e émission mensuelle. Et aujourd'hui, je crois que donc toi, Eric Meunier, tu voulais évoquer d'une part quelque chose dont on a parlé un peu, mais que tu voulais préciser des choses, ce qu'on appelle les micro-organismes. C'est ça. Et puis à part ça, il y a quand même des actualités, il faut dire. Il y a bientôt une vote importante au Parlement européen. Ça va être le 24 janvier, donc dans quelques jours. Et le lobbying de toutes parts fonctionne. Il y a des appels, par exemple, de 34 prix Nobel qui veulent absolument que le Parlement européen accepte les propositions de la Commission européenne dont on a parlé plusieurs fois, qui ont été lancées en juillet. Mais bon, on parlera peut-être de tout ça, un peu un tour de l'actualité, et après peut-être cette première partie sur le micro-organisme, c'est ça ? Eh bien, parfait. Raconte-nous déjà un peu qu'est-ce que c'est des micro-organismes. Alors, quand on parle de micro-organismes, c'est pas compliqué. On parle des bactéries, des levures, champignons. Alors, les levures peuvent faire partie de la grande famille des champignons. Et on peut aussi parler des virus. Là, dans le sujet qui nous intéresse, nous, on a InfoGM, on n'a pas encore beaucoup creusé la question des virus génétiquement modifiés, mais qui est une question assez discutée, que ce soit en termes éthiques, que ce soit en termes de vaccination, que ce soit en termes de potentiel bioterrorisme. Mais on s'est surtout intéressé à toute la question des bactéries et levures ou autres champignons qui peuvent être modifiés génétiquement par des industries pour une utilisation industrielle, justement. C'est peu connu. Ouais, c'est peu connu pour une raison assez simple, c'est que le dossier des OGM, il est victime de deux raccourcis. Le premier raccourci, ça va être d'associer les OGM uniquement au monde végétal, aux plantes, alors que ça concerne aussi les micro-organismes et les animaux, même si c'est dans une moindre mesure. Et on associe beaucoup les OGM à la technique qu'on appelle de transgénèse, c'est-à-dire on croit que les OGM sont des organismes dans lesquels on a inséré une séquence génétique qui vient d'un organisme avec lequel aucune reproduction sexuée n'est possible. Historiquement, l'exemple célèbre avait été d'insérer des séquences génétiques de fraises dans un poisson, par exemple, alors que depuis une dizaine d'années et au fil des émissions, je crois que les auditeurs de Radio Zinzine ont commencé à comprendre que ce qu'on appelle organismes génétiquement modifiés, c'est des organismes qui sont modifiés dans leur génome d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, quelle que soit la nature de la modification génétique. Dans ce tableau-là, les micro-organismes génétiquement modifiés sont très méconnus, sinon inconnus pour la plupart des gens. Et nous, InfoGM, on est rentré dans le sujet il y a environ 4 ans de mémoire, ou 5 ans, par le biais d'une actualité en 2018. Il y avait de la vitamine B2, qui est une vitamine qui est utilisée pour compléter l'alimentation animale principalement, qui était importée de Chine. Et puis des contrôles avaient eu lieu, et le problème c'est que des traces de bactéries génétiquement modifiées avaient été trouvées dans ces lots. Et donc tous les lots avaient dû être rappelés, mais ils étaient déjà répartis dans toute l'Union européenne, donc c'était assez compliqué de les récupérer. Et c'est à ce moment-là que InfoGM, qui n'avait jamais entendu parler de ça, s'est penché sur ces histoires de bactéries génétiquement modifiées. L'idée, globalement, la première chose qu'on a compris est que les micro-organismes génétiquement modifiés, comme les plantes, comme les animaux, sont juridiquement parlant des OGM. Ils doivent être évalués, ils doivent faire l'objet d'une autorisation de commercialisation spécifique et ils doivent être tracés et étiquetés tout le long d'une filière de commercialisation, quelle qu'elle soit.
que ces règles-là ont été adoptées en 2001, puis en 2003 dans l'Union européenne pour tous les OGM. Mais dès 2004, les multinationales du micro-organisme ont commencé un lobby auprès des responsables politiques au niveau européen, qui a abouti en 2006, on a retrouvé la trace d'un compte-rendu des ministres de l'Union européenne, ministre de l'Agriculture à l'époque, qui expliquait que la question de l'étiquetage allait poser trop de problèmes au niveau commercial, allait avoir trop d'impact au niveau commercial, pour que ce soit maintenu. Et donc, ils ont réfléchi à une ruse et ils ont décidé que les vitamines, les enzymes, quel que soit l'additif alimentaire produit par un micro-organisme génétiquement modifié ne ferait pas l'objet d'un étiquetage si aucun des micro-organismes utilisés comme usine de fabrication n'était présent dans le lot final. Ce qui explique qu'il n'y ait jamais eu aucune étiquette spécifiant que tel produit ou tel produit avait été produit par des micro-organismes génétiquement modifiés et que c'est passé complètement inaperçu comme sujet. Mais comment ça peut ne pas être dans le produit final si quand même on a utilisé des OGM dans le processus en quelque sorte? Alors ça c'est assez simple. Quand on utilise des bactéries ou des levures, par exemple, on parle d'une utilisation assez particulière ici. C'est une utilisation dans ce qu'on appelle un milieu confiné. C'est-à-dire c'est des grands fermenteurs. Les bactéries sont modifiées génétiquement par transgénèse, pour le coup, pour produire une enzyme qu'elles ne produisent pas naturellement, ou pour produire cette enzyme sous une forme plus résistante à des températures élevées, à des pH acides ou basiques, c'est-à-dire selon les critères de l'industrie qui va utiliser l'enzyme, ou quel que soit l'additif, des arômes, des édulcorants. Et en fait, les bactéries sont multipliées en milieu confiné. Et puis une fois qu'il y a assez de bactéries, elles sont toutes, on appelle ça lysées. Donc en fait, c'est en gros tuées et cassées. On casse les parois de toutes les bactéries. Et puis avec des procédés industriels, ils sont capables d'isoler tant bien que mal la protéine, l'additif, l'enzyme, l'arôme qu'ils veulent commercialiser. Et ils essayent de se débarrasser de toutes les traces, de tous les déchets de bactéries qui ont été utilisés. Mais comme c'est pas un procédé qui est à 100% garanti, parfois il reste des bactéries génétiquement modifiées dans le lot, vivantes, mortes. Ça peut dépendre, mais a priori si elle est encore là de manière complètement intègre, elle sera encore vivante. Mais voilà, l'idée c'est ce qu'on appelle la purification par exemple de protéines. Ces micro-organismes qui sont génétiquement modifiés, ils représentent quel danger en fait, selon vous? En fait, les dangers sont pas forcément des dangers sanitaires ou environnementaux, même s'il y en a de très très importants qui vont se poser demain, mais on y reviendra dans le déroulé de la présentation. Là, les risques qui se posent, c'est qu'en fait, quand on modifie un micro-organisme de manière à lui faire acquérir une nouvelle caractéristique, on peut chambouler plein de choses dans ce micro-organisme. Par exemple, si on prend l'exemple des virus, les virus, c'est très parlant. Avec la pandémie du Covid, on a entendu parler sous ces travaux qu'on appelle des gains de fonction chez les virus, c'est-à-dire les virus vont être modifiés génétiquement pour être plus virulents, plus rapides ou autres, dans des milieux confinés, de manière à pouvoir mettre au point toute une série de vaccins qui seraient disponibles après coup. Dans le cas des virus, on comprend très vite quel pourrait être le problème s'il y avait un accident de laboratoire, par exemple. Dans le cas des bactéries ou des levures, le principal risque, ça va être la perte de contrôle. Si une bactérie génétiquement modifiée ou des bactéries génétiquement modifiées ou des levures génétiquement modifiées s'échappent de laboratoire ou se contaminent des lots et s'échappent dans la nature, on va perdre le contrôle de ces micro-organismes et on ne pourra même pas savoir s'ils vont avoir tel ou tel impact dans l'environnement ou la santé, avant même que l'impact ait lieu. Donc il y a un souci de prévention qui n'est pas rempli. Et puis il y a d'autres impacts. Par exemple,
Une des molécules qui est produite par des micro-organismes génétiquement modifiés, des bactéries, c'est les glycosyles de stéviol. Alors c'est ce qu'on appelle le stevia, qui est un édulcorant utilisé dans l'industrie alimentaire en remplacement de l'aspartame. Le principal problème que pose cet édulcorant-là, c'est un problème économique. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a certaines populations autochtones qui cultivent depuis des siècles la stevia, qui avaient développé un commerce assez modeste, mais quand même qui leur permettait de vendre la stevia comme édulcorant en remplacement de l'aspartame. Et avec le développement des micro-organismes génétiquement modifiés, ce commerce risque de complètement disparaître. Donc les risques associés sont les mêmes risques qu'avec les OGM au niveau classique. Ça peut être des risques sanitaires, environnementaux, mais aussi des questions éthiques, des risques commerciaux par rapport à la petite paysannerie ou aux petits agriculteurs qui se retrouvent soit à avoir des outils de travail qui se mettent à appartenir aux multinationales qui ont les brevets associés, soit à tout simplement perdre leur outil de travail. Oui, c'est un peu le même phénomène qu'avec le maïs OGM et tout ça, non? C'est le même phénomène, mais qui potentiellement pourrait s'amplifier. En fait, la raison, elle est assez simple. C'est que aujourd'hui, l'utilisation des micro-organismes génétiquement modifiés, comme on vient de le voir, c'est à des fins commerciales, j'entends, c'est en grande partie, sinon à 99,9% des micro-organismes dans des fermenteurs, en milieu confiné. Il n'y a aucune dissémination dans l'environnement volontaire. Les enzymes, les additifs alimentaires ne font pas l'objet d'un étiquetage, donc c'est un peu comme les végétaux ou le maïs transgénique dont vous parlez, qui a pu être commercialisé en Europe dans la filière de l'alimentation animale parce qu'il n'y avait pas d'étiquetage. De la même façon, ces micro-organismes peuvent être utilisés à des fins commerciales, mais sans dissémination volontaire. Le problème se pose que depuis l'été dernier, la Commission européenne a proposé un règlement qui vise à déréglementer les OGM. Alors, elle a restreint ça aux seules plantes qui sont génétiquement modifiées. On va pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà beaucoup abordé dans les émissions sur Radio Zinzine, mais cette déréglementation potentielle intéresse beaucoup les entreprises des micro-organismes. Parce que les géants des micro-organismes, qui sont d'autres entreprises, là on peut parler d'une entreprise comme Novozymes, par exemple au Danemark, qui écrase littéralement le marché des micro-organismes. C'est tentaculaire cette multinationale. Les multinationales ont pour projet demain de pouvoir utiliser les micro-organismes génétiquement modifiés, non plus pour produire une enzyme, pour produire un additif alimentaire, produit dans un fermenteur, un milieu confiné, encore une fois, mais cette fois, elle voudrait pouvoir passer directement dans l'environnement. Et là, les projets sont à foison, qui sont promus auprès de la Commission européenne. Ils parlent de pouvoir, par exemple, commercialiser des bactéries génétiquement modifiées qui, aspergées en agriculture, permettraient de mieux fixer l'azote qui se trouve dans le sol. Il peut y avoir des bactéries qui vont être vendues comme pouvant permettre de dépolluer tel sol. Il pourrait y avoir des levures qui seraient utilisées pour pouvoir être plus nutritives, entre guillemets. Donc on a toutes sortes de projets. Mais le problème, et là on passe vraiment à une échelle complètement différente, c'est que cette fois, ces micro-organismes génétiquement modifiés seraient disséminés directement dans l'environnement. Un des derniers projets qu'on a pu voir passer à InfoGM, qu'on n'a pas encore renseigné dans des articles, mais on devrait le faire sous peu, c'est la modification génétique de micro-organismes, de levures qu'on appelle des endophytes. C'est des levures qui vivent en symbiose avec les végétaux. C'est-à-dire que les végétaux leur apportent de quoi se multiplier, et en échange, en symbiose, les bactéries fournissent aux végétaux des éléments nutritifs qui leur permettent de croître et de vivre. Un des projets est de modifier génétiquement ces bactéries de manière à accroître leur capacité nutritive pour les végétaux dans le cadre de l'agriculture industrielle, évidemment. Et là, on se retrouverait avec des sols agricoles qui déjà ont la vie assez dure avec tous les intrants chimiques depuis la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les fongicides, insecticides, herbicides, les engrais azotés ou autres. Et
pour la paysannerie, les retours de la paysannerie, c'est compliqué de travailler avec des sols comme ça. Mais là, ces mêmes sols pourraient se voir enrichis, entre guillemets évidemment, de micro-organismes génétiquement modifiés. Et donc là, pour la paysannerie, ça deviendrait vraiment un énorme problème de pouvoir continuer à travailler sur des sols qui, déjà victimes de pollution chimique, pourraient demain être victimes de pollution bactérienne ou de levures génétiquement modifiées. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est que, bon, on parlera après, hein, parce qu'il y a toute cette initiative de la Commission européenne pour essayer de changer la réglementation, d'ouvrir, de flexibiliser, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais changer en tout cas un secteur qui était quand même très réglementé, et les OGM n'existent peu, enfin c'est très difficile de développer les OGM en Europe, mais par contre aux États-Unis par exemple, ou en Chine, ou je ne sais pas quel pays, les réglementations sont nettement moins fortes. Donc est-ce que ces micro-organismes génétiquement modifiés ont déjà été développés dans d'autres continents? Alors pas à notre connaissance, pas tant que ça. On va dire que pour ce qui concerne la Chine c'est un pays pour lequel l'accès à l'information est assez compliqué. Donc d'un point de vue journalistique, on n'a pas encore pu renseigner la situation. Par contre, aux États-Unis, dans le domaine du végétal, ce que vous dites est vrai en termes de législation plus ouverte. Mais les États-Unis ont adopté une approche un peu différente de l'Union européenne, ce qui explique pourquoi aujourd'hui les micro-organismes génétiquement modifiés ne sont pas non plus beaucoup utilisés, même si on a 1 ou 2 cas de commercialisation qui ont démarré mais il n'y a pas plus tard que l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est que les États-Unis acceptent la commercialisation d'OGM ou de produits obtenus par des OGM dans le cadre d'une approche où ils veulent s'assurer avant tout qu'il n'y a pas d'aspect parasitaire. Donc il faut que l'organisme qui est génétiquement modifié ne soit pas considéré comme un parasite au niveau agricole. Il faut que le même organisme, une fois qu'il a été génétiquement modifié, ne soit pas non plus considéré comme potentiellement un parasite. Donc dans le cas des micro-organismes, il est évidemment pas possible de dire qu'on ne parle pas d'organismes parasitaires potentiels. Donc, il existe quand même un encadrement, mais qui, à l'instar de ce qui se passe dans l'Union européenne depuis l'été dernier, voilà, fait l'objet de discussions, de négociations pour pouvoir être allégé et ouvrir le marché des micro-organismes génétiquement modifiés. Mais on n'en voit pas beaucoup. Pour l'instant, c'est vraiment un nouveau marché. On va dire que la déréglementation des OGM que la Commission européenne propose depuis l'été dernier sur les plantes génétiquement modifiées a un peu libéré les ambitions réglementaires des multinationales des micro-organismes. Et puis on s'inscrit quand même dans un modèle agricole plus large, c'est-à-dire quel modèle agricole qu'on appelle l'agritech, qui va utiliser des outils génétiques, de robotique, de numérique pour pouvoir se développer. Et dans ce cadre-là, les micro-organismes génétiquement modifiés ont trouvé leur place du fait de la promotion que les multinationales en ont fait auprès des gouvernements. Juste pour revenir sur les questions des vaccinations par rapport au Covid, là, si j'ai bien compris, une partie au moins des vaccins qui ont été développés sont basés en quelque sorte sur des organismes génétiquement modifiés. Par définition, oui, les vaccins, ils peuvent être de différentes sortes. Quand on parle de vaccins atténués, par exemple, on ne parle pas forcément d'organismes qui ont été génétiquement modifiés. Par contre, quand il s'agit d'avoir des vaccins comme celui sur la Covid avec production d'ARN messager, qui est une des molécules qui vont être utilisées, mais qui existent dans toutes les cellules, mais qui vont être notamment utilisées par les virus,
Là, on est passé par l'intermédiaire d'organismes génétiquement modifiés en laboratoire, en milieu confiné, si tant est qu'il n'y ait pas de fuite, on va dire. Et ça avait été confirmé, parce que en 2020, face à l'urgence, entre guillemets, que la Commission européenne mettait à l'obtention de vaccins, ils avaient pris des décisions réglementaires pour exonérer les vaccins des entreprises pharmaceutiques qui les produisaient de passer par toutes les étapes que la réglementation OGM leur imposait officiellement pour gagner du temps et puis pour pouvoir commercialiser les vaccins beaucoup plus vite. Mais sinon, en théorie, ils auraient dû passer par des étapes d'autorisation, d'évaluation des risques. Oui, ça vous a aussi vous a inquiété, ce phénomène à InfoGM? En fait, nous, à InfoGM, ce qui nous soucie quand on est dans le domaine de la santé, pour parler des vaccins, mais pas que, c'est aussi pour les thérapies géniques ou autres, c'est qu'on observe assez clairement que c'est un domaine d'utilisation des OGM qui est mis en avant pour forcer l'acceptabilité sociale et l'acceptation sociale des OGM. En pleine pandémie de Covid, on avait vu une tribune en France de scientifiques et d'organisations. Alors le nom m'échappe, donc je me tromperai pas, je prendrai pas risque de me tromper en le donnant, mais on avait vu une tribune passer dans des journaux qui était intitulée On accepte les vaccins OGM, pourquoi refuser la betterave OGM? Et c'est vrai que ça, au niveau politique, comme tout est mis dans un seul et même paquet, il y a confusion des genres, et c'est vrai que nous, ce qui nous interpelle à InfoGM, c'est que tout ce qui a trait au domaine de la santé n'est pas vraiment questionné, et pourtant une société, pour des raisons éthiques, pour des raisons de recherche ou autres, pourrait être amenée quand même à questionner l'acceptation ou la pertinence de tel ou tel type de recherche. Toutes les recherches sur les gains de fonction chez les virus, par exemple, posent cette question éthique. En ce moment, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, ils sont en train de réfléchir à une loi pour restreindre ou limiter les recherches fondamentales et appliquées sur les gains de fonction des virus, c'est-à-dire modifier les virus de manière à ce qu'ils se reproduisesent plus vite, qu'ils acquièrent de nouvelles fonctions pour pouvoir officiellement développer des vaccins contre. Bon, l'État du Wisconsin s'interroge sur le fait s'il est pertinent ou pas d'interdire ces recherches, ce qui en soi est déjà un marqueur important. Au niveau du domaine de la santé, c'est très rarement questionné. Et ce qui est l'étape d'après, c'est que non seulement c'est peu questionné, mais en plus, c'est utilisé comme un argument de vente des plantes génétiquement modifiées, des micro-organismes génétiquement modifiés, parce qu'il y a des promesses. C'est toujours cette économie de la promesse. Et on sait que dans l'économie de la promesse, quand on promet de guérir des maladies, même s'il n'y a aucune perspective d'eux, on génère un mouvement, pas forcément de sympathie, mais à un minima d'acceptation plus important que si on ne promet rien au niveau médical. D'accord. Alors Éric Meunier, je propose que, sauf que tu as quelque chose d'important à rajouter sur la question des micro-organismes, qu'on fasse une petite pause musicale et peut-être après on passe sur quelques points d'actualité. D'accord. Voilà, reprenons notre émission avec Éric Meunier d'InfoGM. Donc je rappelle, c'est la 9e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM. Là, nous avons fait tout un petit chapitre sur les micro-organismes, quelque chose qui est vraiment pas très connu. Et maintenant, donc, on est le 19 janvier, donc on voudrait un peu évoquer l'actualité parce que les prochaines semaines vont être très très importantes au Parlement européen, donc qui va voter
sur la proposition de la Commission européenne qui était publiée en 5 juillet 2023. Donc pour commencer, Eric, peut-être on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais quand même il y a toujours des nouvelles auditrices, nouveaux auditeurs. Un rappel rapide de cette proposition de la Commission. Eh ben, un rappel rapide de la proposition de la Commission, c'est que aujourd'hui, dans l'Union européenne, pour pouvoir commercialiser une plante qui a été génétiquement modifiée, en utilisant des techniques nouvelles au sens où elles n'ont pas d'historique d'utilisation sans risque, il est nécessaire que les entreprises fournissent de quoi conduire une évaluation des risques sanitaires ou environnementaux, obtiennent une autorisation de commercialisation et puis soient capables et fournissent aux autorités les méthodes pour pouvoir tracer l'OGM ou les produits obtenus par ces OGM tout le long d'une filière de transformation, une filière agroalimentaire ou autre. Et puis, en dernier lieu, ces OGM-là doivent être étiquetés. Ça permet d'assurer, d'une part, le respect du principe de précaution, qui est un principe constitutionnel dans l'Union européenne et qui veut dire que face à des risques potentiels dont on soupçonne la présence, il faut se prémunir en faisant une évaluation de ces risques avant d'utiliser quelque produit que ce soit. Et puis le principe de précaution rejoint la liberté de choix des consommateurs, c'est-à-dire qu'en cas de problème, il faut être capable de tracer le produit pour le retirer d'un marché. Et donc, les capacités de traçage et l'étiquetage des OGM permet ces retraits de produits. De la même manière, l'étiquette permet aux consommateurs, permet aux paysans, permet aux transformateurs de choisir les produits qu'il veut consommer ou avec lesquels il veut travailler. Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a proposé, ni plus ni moins, au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, donc aux États membres, d'adopter une nouvelle législation qui aboutirait in fine à déréglementer la grande majorité des OGM, si ce n'est peut-être tous les OGM, et à décréter qu'il n'y aurait plus d'évaluation des risques sanitaires ou environnementaux à faire, il n'y aurait plus d'autorisation à obtenir, il n'y aurait plus de méthode de traçabilité à fournir et il n'y aurait plus d'étiquette à mettre. Donc, principe de respect, principe de précaution un peu mis aux oubliettes, et puis la liberté de choix des consommateurs, des transformateurs, paysans, paysannes serait complètement ignorée, puisqu'il n'y aurait plus aucune information sur la nature OGM. Voilà ce que la Commission européenne a proposé. Mais ils argumentent pas mal qu'il y a ce qu'ils appellent les nouvelles techniques génomiques. C'est un peu un nouveau sigle NGT qu'on voit partout. Et donc que ces nouvelles techniques génomiques ne seraient pas la même chose que les OGM transgénèses, etc. Oui, alors c'est vrai que c'est un argument. Nous, on l'a renseigné. À l'automne 2023, on a publié un dossier thématique composé de plusieurs articles qui renseignent cette actualité. De même que par rapport à ce qu'on discutait avant, on a publié fin décembre, début janvier, là tout un dossier sur les micro-organismes génétiquement modifiés. Et effectivement, dans ces dossiers, on renseigne ce tour de force que les multinationales ont réussi vis-à-vis de la Commission européenne et de certains gouvernements des États membres, et qui est un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à convaincre la Commission européenne que face à des procédés techniques qui sont de plus en plus complexes, la présentation que la Commission européenne peut faire de ces techniques est de plus en plus simpliste. Il y a vraiment une inversion des échelles. Et nous, ce qu'on renseigne à chaque fois, c'est que ces nouvelles techniques, c'est pas une technique isolée et une technique isolée. Il faut qu'on comprenne qu'en laboratoire, quand on parle de technique, on parle de pas grand-chose. On peut parler d'outils, on peut parler de protocoles scientifiques. Voilà, les modifications génétiques sont obtenues à la suite d'un protocole scientifique qui est composé de nombreuses étapes qui vont utiliser de nombreux outils. Et ces étapes, ça va de isoler des cellules d'une plante, les multiplier sur un milieu artificiel. Donc une troisième étape, c'est de casser leurs parois. Une quatrième étape, c'est d'y insérer, de faire rentrer des transgènes.
Une cinquième étape, c'est qu'il s'insère. Et là, par exemple, vous pouvez arrêter là et remultiplier les cellules, essayer de réobtenir des plantes à partir de ces cellules. Chacune de ces étapes est vraiment très compliquée, hein, et vous obtenez une plante transgénique. Mais quand vous avez inséré un transgène ou des transgènes, et ben en fait les transgènes que vous avez insérés peuvent aussi être des transgènes qui vont coder pour ce qu'on appelle la protéine CRISPR, dont tout le monde parle, qui a fait l'objet de prix Nobel. Et cette protéine CRISPR, dans une sixième étape, elle va couper l'ADN. Et dans une septième étape, l'ADN va devoir être réparé. Et dans une huitième étape, il peut y avoir des modifications génétiques qui apparaissent. Et là, vous réessayez de régénérer vos plantes et tout. Donc il faut vraiment comprendre que quand on parle de technique, on parle d'étapes dans un protocole. C'est un peu comme si, pour prendre une image, qui est vraie par certains aspects et fausse par d'autres aspects, comme toutes les images, c'est un peu comme si on vous disait que Ferrari avait développé une nouvelle technique de production de voitures parce qu'ils ont un nouveau volant. Et puis Renault a développé une nouvelle technique de production de voitures parce qu'ils ont un nouveau pot d'échappement. Bon, tout le monde comprend immédiatement qu'une voiture, c'est un moteur, une carrosserie, un volant, un pot d'échappement ou autre. Et la Commission européenne, elle réussit le tour de force de faire croire que le volant qui est produit, finalement, n'est pas différent des autres volants qui étaient déjà produits et que même s'il est mis sur une voiture qui va à 400 km/h, plutôt qu'une voiture qui va à 120 km/h, elle ne représentera pas plus de risque que la voiture qui va à 120 km/h. Donc il y a une sorte d'aberration paradoxale quand même dans ce tour de force à avoir réussi à faire oublier la complexité croissante des procédés techniques. Et quand on parle de complexité croissante, on parle de perte de maîtrise technique aussi croissante. Hein. Très très souvent, les techniciens en laboratoire, quand ils mettent en œuvre un protocole, ils croisent les doigts très très fort pour que ça marche. Et ça marche dans certains cas, et pas du tout dans tous les cas. Donc c'est pour ça que la proposition de déréglementation de la Commission européenne a fait beaucoup parler jusqu'à aujourd'hui. On l'a déjà abordée et qu'elle pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes différentes, quoi. Peut-être par hasard, on pourrait dire, aujourd'hui même, le 19 janvier 2024, dans le journal, le magazine Le Point, il y a un article, et je pense qu'il faudrait quand même évoquer, parce que c'est un exemple intéressant et puis assez frappant d'une sorte de lobbying de scientifiques. Le titre, c'est OGM 2.34 prix Nobel implore l'Europe d'assouplir sa législation au nom du climat. Donc en fait, ils soutiennent complètement, si je bien comprends dans cet article, la proposition de la Commission européenne de juillet. Et c'est notamment, comme tu as mentionné avant, des scientifiques qui ont inventé des technologies compliquées, des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, quelque chose comme ça. Ouais. Et ils font partie des premiers signataires de cette lettre qui est ouverte, retentissante, où, si j'ai bien compris dans cette lettre, ils vous accusent, je pense, InfoGM, mais plein d'autres gens, parlent de ténèbres, de l'alarmisme anti-scientifique, des dogmes, et qu'ils demandent qu'enfin on écoute la science. En fait, le problème est toujours le même, et il a plusieurs aspects. Sur une lettre comme ça fait énormément de bruit parce qu'elle est signée par 34 prix Nobel. Les prix Nobel, c'est pas rien. Il y a une sorte de respect parce que quand même, il y a un travail énorme. Mais dans le sujet qui nous intéresse, c'est un sujet social, un sujet scientifique. Ils en appellent à écouter la science. Mais il y a de nombreux prix Nobel. Moi, j'ai la liste sous les yeux. Il y a de très nombreux prix Nobel. C'est des prix Nobel d'économie.
moi, à ma connaissance, un prix Nobel d'économie, prix Nobel ou pas prix Nobel, il connaît pas plus ce que la science peut dire que mon voisin ou que ma boulangère. Voilà, il n'a pas plus de légitimité à être entendu par la Commission européenne que les citoyens. Alors après, il y a des prix Nobel de physiologie, de médecine, de chimie. Bon, chimie, on est quand même assez loin aussi des techniques de transgénèse. Mais bon, c'est clairement une lettre qui est publiée à 5 jours du vote d'une commission au Parlement européen. Et c'est vrai que depuis que la Commission européenne a fait sa proposition, au début, les multinationales étaient un peu tout feu tout flamme, ça va marcher, ils avaient l'impression d'avoir un boulevard devant eux, mais ils se méfiaient quand même. Donc au niveau de l'Union européenne, ils ont essayé d'accélérer les débats au maximum, parce que leur stratégie était moins les députés européens et moins les gouvernements discutent, n'ont de temps pour discuter de la proposition, moins la probabilité que des problèmes surgissent existera. Mais les discussions ont quand même pris un petit peu de temps. Et il y a des États membres, des organisations de la société civile qui sont mobilisées, qui ont dit mais on va avoir un problème avec les brevets. Au début, la réponse était de dire non. Et puis finalement, des rapports sont sortis, des instances ont dit en fait, si, il va y avoir un problème. Vous avez même une grande majorité des semenciers français qui se sont prononcés en disant si vous déréglementez, nous, on va mettre la clé sous la porte, parce qu'en tant que semencier, on ne pourra plus travailler parce qu'on sera victime des brevets des 5 multinationales qui dominent le marché. Et puis au niveau scientifique, alors là, ça a été assez incroyable, parce que depuis 5 ans, 6 ans, la Commission européenne, les multinationales n'arrêtent pas de simplifier le discours scientifique, de dire qu'il n'y a pas de risque. Ils ont demandé leur avis à des experts au niveau européen, mais en tournant les questions de telle manière qu'ils ne pouvaient pas y répondre autre chose que dans certains cas, il n'y aura peut-être pas de risque. Et puis la Commission européenne a fait sa proposition en disant les experts ont dit qu'il n'y avait pas de risque. Le problème, et nous en France on est très bien placés pour le savoir depuis quelques jours, c'est que début décembre, le comité français des experts, qui est l'ANSES, alors le nom complet c'est l'Agence nationale de santé, d'environnement, du travail, et je me rappelle jamais le dernier S, ils ont sorti un rapport. Ils se sont auto-saisis, parce que le gouvernement français ne leur a rien demandé. Alors ils se sont quand même auto-saisis. Et puis ils ont pris le texte de la Commission européenne, et ils ont dit, et ça je le résume en une phrase, mais c'est écrit noir sur blanc dans leur rapport, ils ont dit, il n'y a aucun fondement scientifique qui justifie la proposition que la Commission européenne fait. C'est-à-dire, ils ne remettent pas en cause la proposition. Ils disent le législateur fait ce qu'il veut. Le législateur peut décider de déréglementer, c'est son rôle. C'est pas à nous, en tant qu'experts scientifiques, de dire ce qu'il doit faire. Par contre, si le législateur déréglemente en prenant pour raison les arguments scientifiques que la Commission européenne avance, il est de notre rôle d'experts scientifiques de vous dire que ces arguments n'ont aucun fondement, aucune justification scientifique. Et en fait, la raison, elle est très simple. Ils disent, la Commission européenne écrit noir sur blanc que quand on enlève une grande partie, voire la totalité du génome d'une plante, la plante obtenue est équivalente à une plante conventionnelle. Quand on insère des séquences génétiques qui viennent d'autres plantes avec lesquelles elles peuvent se croiser et qu'on le fait par des techniques qui vont générer plein de modifications non voulues, non maîtrisées, c'est pas grave. Elle est équivalente à une plante conventionnelle. Quand on modifie le génome de quelque manière que ce soit en faisant des mutations, avec des techniques très complexes, très compliquées, qui font appel à de la transgénèse préalable, qui font appel à de la régénération de plantes à partir de cellules, on obtiendra des produits qui sont équivalents à des plantes conventionnelles. Et pourquoi ils sont équivalents à des plantes conventionnelles ? Parce qu'en théorie, il se pourrait que dans la nature, le même type de modification se fasse. Et là, les experts français, ils tiquent. Ils disent, mais attendez, c'est pas parce que dans la nature, une mutation peut avoir lieu que toutes les mutations ne vont jamais poser de problème. Il y a des mutations qui provoquent des cancers, il y a des mutations qui vous permettent de grandir un petit peu plus vite, il y a des mutations qui rendent tel aliment plus nutritif, il y a des mutations qui rendent telle bactérie beaucoup plus virulente.
Il y a des mutations qui vont changer la couleur d'une plante, qui vont poser des problèmes sanitaires. Donc dire que parce que un type de modification génétique peut avoir lieu dans la nature, tout ce type de modification génétique est équivalent, n'a pas de fondement scientifique. Alors, par contre là, les prix Nobel d'économie, les prix Nobel de physique, les prix Nobel de chimie, ils peuvent signer toutes les lettres qu'ils veulent. Moi, j'ai lu leurs lettres, il n'y a pas un seul argument scientifique dedans. Il n'y a pas une seule réponse à ce que les experts français, qui eux sont des biologistes moléculaires, des généticiens, des personnes qui travaillent dans le domaine de la génétique, qui souvent font des modifications génétiques eux-mêmes dans leur laboratoire, il n'y a pas d'argument qui y répondent. Et donc là, dans le cadre de la lettre des prix Nobel, on est plus dans ce que nous on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire, vous savez quoi, ne lisez même pas la lettre. Contentez-vous de savoir que 35 prix Nobel demandent la déréglementation des OGM, pour savoir que c'est vrai, parce qu'on est prix Nobel. Et bon, voilà, nous c'est vrai qu'à InfoGM, les arguments d'autorité comme ça, on les entend pas vraiment, on les crédibilise pas vraiment, puis surtout quand on lit la lettre et qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun argument scientifique, la lettre ne fait que reprendre ce que les services de communication des multinationales disent depuis 10 ans. Voilà. Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le rapport des experts français, lui, il a eu énormément d'impact et il est très discuté par les gouvernements pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous êtes un gouvernement, si vous déréglementez les OGM alors que des experts scientifiques en poste vous ont dit qu'il n'y a aucune base scientifique à votre raisonnement, eh ben ça met en jeu votre responsabilité, au moins politique, voire légale, de la décision que vous prenez. Donc bon, on va voir si la lettre des prix Nobel aura un impact vis-à-vis des députés européens qui se réunissent la semaine prochaine. Mais bon, ce ne serait pas étonnant qu'il n'y ait pas tant d'impact que ça. Derrière tout ça, il y a un soi-disant ONG environnemental, WePlanet. Tu connais ça? Oui, alors on les a souvent croisés. C'est une des voix des multinationales de la chimie et semencière. Pour la bonne raison, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, les multinationales ont compris que rien ne les empêchait de soutenir ou d'appuyer des organisations non gouvernementales, ONG entre guillemets. Ils vont pas jusqu'à prendre cette étiquette. Mais voilà, parce que quand ils sont dans un tour de table, WePlanet peut prendre aussi une place au nom des organisations de la société civile. Donc voilà, ça fait partie de ces organisations qui alimentent beaucoup. D'aucuns les qualifient de faunées des industries semencières, enfin en tout cas des multinationales semencières. Parce qu'encore une fois, sur ce débat, c'est surtout 5 multinationales qui demandent la déréglementation des OGM. Les 99,9% des entreprises semencières ne la demandent pas dans les conditions que la Commission européenne propose. Dans cette lettre, ils disent aussi, ils appellent les élus à s'engager auprès de l'écrasante majorité des agriculteurs et des véritables experts, et non auprès des lobbyistes anti-sciences particulièrement actifs à Bruxelles. Mais ça aussi, je vais dire des choses qu'ils disent comme ça, mais je vais dire, il n'y a pas de sondage, je pense, chez les agriculteurs, surtout les petits agriculteurs. Il y a énormément qui profitent absolument pas du tout des OGM. C'est de la communication. Encore une fois, par exemple, si l'écrasante majorité des agriculteurs, pourquoi pas? Moi, ce que j'ai en tête, c'est que le plus gros syndicat agricole au monde, qui représente principalement les petits agriculteurs, c'est la Via Campesina. La Via Campesina est un syndicat qui est clairement opposé à l'utilisation d'OGM dans l'agriculture pour des raisons d'appropriation du vivant, de perte de liberté des paysans et des paysannes à travailler. Voilà.
Donc si on prend l'aspect syndical, on peut dire que la Via Campesina étant le plus gros syndicat agricole au monde, la majorité des paysans et des paysannes sont opposés à l'utilisation des OGM. Je pense que quand cette lettre écrit ça, c'est parce que cette lettre s'en remet en Europe au syndicat européen qui est la COPA-COGECA, qui est un des plus gros syndicats au niveau européen, parce que l'Europe a une agriculture qui est en grande partie industrielle, ou avec la FNSEA en France. De là à dire la majorité des agriculteurs, non, à ma connaissance, il n'y a pas de sondage dans le monde agricole qui a été fait. Et puis bon, avec ce que j'ai expliqué sur le rapport des experts français, qui sont les experts en poste, le comité national français, et l'opinion qu'ils ont eue sur l'absence de justification scientifique au raisonnement, moi je veux bien que les prix Nobel en économie demandent à ce qu'on fasse appel à de vrais experts. Enfin, en France, les vrais experts, ils viennent de s'exprimer et ça fait beaucoup de bruit dans les différents États membres. Le rapport a été traduit dans différentes langues au niveau européen. Les experts européens leur ont demandé de recevoir leur rapport pour le lire, se pencher dessus. Donc j'ai l'impression que la demande de faire appel aux vrais experts, elle a déjà été répondue, ils se sont prononcés, il n'y a aucun fondement scientifique au raisonnement que la Commission européenne propose d'adopter, quoi. J'imagine qu'à InfoGM, vous avez des relations avec des organisations dans pas mal de pays européens. Je veux dire, vous êtes certes assez exceptionnel dans le travail que vous faites, d'informer, de sensibiliser, de faire des dossiers très complexes d'information, etc. Mais il y a aussi, j'imagine, des organisations dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des prises de position un peu comme l'ANSES en France dans d'autres pays? Alors, il y a eu en Allemagne un comité d'experts aussi qui s'était prononcé de manière très critique sur la proposition de la Commission. Eux, c'était principalement sur le fait que il y avait une absence d'évaluation des risques qui était proposée. Après, non, à notre connaissance, dans les États membres, on n'a pas entendu parler d'autres comités d'experts qui se soient positionnés, mais ces comités d'experts, encore une fois, tous, au contraire de l'ANSES en France, tous n'ont pas forcément la possibilité de se saisir eux-mêmes si leur gouvernement ne leur demande rien. Et donc ça peut être aussi un signe politique, c'est-à-dire il faut garder en tête que le monde politique fait appel à ces experts souvent quand il sait que les experts vont valider, sur des dossiers politiques, je parle, pas sur des demandes d'autorisation ou autres. Alors s'ils pensent qu'ils ne vont pas valider, peut-être qu'ils sont un petit peu réfractaires à leur demander leur opinion. Nous, en France, ils ont pu s'autosaisir parce qu'ils ont cette capacité-là. Il y a une sorte, non pas de contre-pouvoir, mais enfin, en tout cas d'équilibre de pouvoir qui est intéressante. Au niveau européen, il faut quand même garder en tête, InfoGM, on avait publié un article là-dessus fin 2023. Les experts européens ont quand même recommandé à la Commission européenne de mettre en place une évaluation des risques liés à ces plantes obtenues par des nouvelles techniques de modification génétique. Mais la Commission européenne n'en a pas tenu compte. La Commission européenne, elle, propose qu'il n'y ait aucune évaluation des risques. Donc, voilà, on peut dire que dans le tableau général, les experts européens ont demandé une évaluation des risques. Les experts français ont expliqué qu'il n'y avait aucun fondement scientifique au raisonnement de la Commission européenne. Les experts allemands ont dénoncé l'absence d'évaluation des risques potentiels et tous les problèmes que ça allait poser. Donc oui, j'insiste, encore une fois, pour répondre aux prix Nobel d'économie qui se sont exprimés, il y a des experts en Europe à qui on a déjà donné leur avis. Donc juste concrètement, le 24 janvier, il y aura, pour être précis, c'est la commission de l'environnement, je crois, non? C'est ça? Exactement. Oui, qui va voter, et si jamais, s'il y a un vote positif en faveur de cette proposition de la Commission, après tout ça, ça doit passer devant le Parlement tout entier et peut-être d'autres commissions. En fait, ça va être très long. C'est pas cette année que ça va être bouclé, sauf cas particulier. En fait, au niveau européen, quand un règlement, une nouvelle loi est proposée, la Commission européenne la propose. Après, les États membres en discutent entre eux et font une sorte de contre-proposition qui peut aller dans le même sens ou en sens opposé. Ils peuvent aussi rejeter la proposition. Et puis le Parlement, dans le même temps, fait la même chose. Et le Parlement, pour le faire, il demande d'abord à des commissions internes de travailler, de faire une proposition de texte. Donc la commission environnement, qui est responsable du dossier,
va voter son rapport final mercredi prochain. Et après, ce texte, il partira au Parlement européen. Et le Parlement européen, il est possible seulement que début février, en séance plénière, il vote un rapport. Et voter un rapport, ça veut dire voter une proposition de texte à son tour. Puis une fois que le Parlement européen l'aura fait, et une fois que le Conseil des États membres l'auront fait, eh ben, démarrera un dialogue à trois, qu'on appelle un trilogue avec la Commission européenne, pour se mettre d'accord sur un texte commun. Mais bon, en termes de calendrier, il y a des élections européennes en juin. Ça veut dire que le Parlement européen commencera à ne plus travailler parce qu'ils seront en campagne à partir de avril, peut-être mars. Donc c'est pour ça que sous la mandature actuelle, peut-être que le Parlement européen aboutira en plénière à avoir un texte à proposer, mais il est plus probable qu'il n'arrive pas à tenir les délais. Et puis après, ça veut dire nouveau Parlement, nouvelle Commission européenne cet hiver. Donc le texte peut prendre du plus de temps que prévu. C'est pour ça que la Commission européenne et l'Espagne, qui était à la présidence de l'Union européenne du 31 juillet au 31 décembre 2023, ont tout fait pour aller le plus vite possible, parce qu'ils savaient que ces élections allaient arriver et qu'elles pouvaient changer la donne au niveau de la déréglementation des OGM qui était proposée, quoi. D'accord. Mais Eric Meunier, je pense que on évoquera la suite de tout ça dans la prochaine émission. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux soulever ou on arrive vraiment à la fin de l'émission? Non, juste rappeler que sur les micro-organismes, il y a des auditeurs qui sont intéressés par le sujet. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on a sorti un dossier thématique qui est composé de 6 ou 7 articles qui donne vraiment la vision globale de toute la situation des micro-organismes génétiquement modifiés. Donc ça, il peut être commandé sur notre site ou autre. Sinon, ils peuvent nous appeler. Ils peuvent s'abonner aussi. Comme ça, ils n'ont même plus à acheter les journaux. Ils arrivent directement dans leur boîte aux lettres. Voilà. Et ils peuvent même vous soutenir. Et ils peuvent nous soutenir avec plaisir. Oui. Donc on a besoin. Le site, c'est infogm.fr, non? .org. Pas org. Très bien. infogm.org. Super. Mais merci Eric et à la prochaine. Merci, bonne journée. Oui, au revoir. C'était la 9e émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM. Donc c'était avec Eric Meunier. Nous avons parlé de micro-organismes génétiquement modifiés et aussi de l'actualité, notamment en ce qui concerne l'Union européenne et les propositions de la Commission européenne d'assouplir la législation sur les OGM. À la prochaine!